Chers fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro. Nous restons toujours à Tengango pour vous faire découvrir l'espace des nouvelles idées de Tengango et surtout vous rappeler, vous raconter encore ce que l'espace a eu encore de plus, puisqu'il y a ces statues des personnages historiques qui ont marqué l'histoire historique du Burkina Faso et vous allez voir les statues des différents chefs donc qui ont marqué le temps au niveau du Burkina. Vous allez voir également les portraits des chefs politiques, notamment qui ont dirigé le Burkina Faso au niveau de l'espace des nouvelles idées. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'aujourd'hui, vous aurez donc la suite du témoignage du PDG de Savane Média et par ailleurs promoteur de l'espace des nouvelles idées. Et aujourd'hui, Alphonse sera là pour la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons le promoteur des FAMA, les Faso Music Awards, pour parler justement donc de cette édition des FAMA qui aura lieu le 31 mai prochain. Je vais parler de la soirée de consécration. Plus tard, on parlera question de droit avec Olivier. On apprend aujourd'hui à monter notre propre société, les procédures à suivre. Merci de nous suivre. Merci de rester avec nous jusqu'à 9h00. L'aventure débute à Tengango, donc pour la découverte 2. Et nous partons à la découverte de l'espace des nouvelles idées de Tengango. Et nous poursuivons avec les témoignages. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui le promoteur de l'espace des nouvelles idées. Il s'agit du PDG de Savane Média par ailleurs, Elhadj Boubacar Zida Sidnaba, qui nous parle des raisons du fait qu'il ait décidé d'ajouter encore ces statuts des personnages historiques et qui poursuit aussi en nous expliquant quel personnage historique on retrouve au niveau de l'allée ou la rangée de ces statues-là. On regarde, on écoute attentivement et on revient. Alors, après Naba Tigré ouvrira aussi une autre figure emblématique de notre culture. Il y a Simandari Bado. Il était intronisé à Fada. Il était intronisé en 1911. Son règne n'a pas été vraiment un fleuve tranquille avec les colons. Et fut même destitué par les colons en 1952. Et bon, beaucoup de chefs ont connu les situations similaires avec les colons. Ce n'est pas les Samouris Touré seulement. Les rois Kieba, les Samouris Touré, ils ont été déportés. Etc. Même chez nous ici, il y a eu des chefs qui ne sont pas des rois, ont été aussi destitués par les colons. Donc, c'est le cas de ces rois de Fada qui a subi aussi la fureur des colons. Ensuite, vous avez le roi de Yatenga, Naba Kiba. Naba Kiba a été intronisé en 2001 à côté. C'est pas. Ces messieurs-là, on ne veut pas passer, il ne veut pas passer sans parler de ces anecdotes-là, parce que c'est un communicateur aussi. Je peux dire que c'est fait partie des premiers communicateurs voltaïques. J'explique. Naba Kiba était à Dakar. Au moment où la radio AOF émettait à Dakar, dans la sous-région ici, il n'y avait pas de radio dans les années 50. La radio qui émettait à Dakar, il y avait des langues qui ont été choisies parmi les multitudes de langues que nous avons, mais il ne figurait pas aucune langue burkinabé voltaïque à l'époque. Donc, Gérard Congo, qui travaillait dans les cabinets du gouverneur à l'époque, a demandé et a obtenu une transe pour animer en langue maori. Mais l'handicap à son temps qu'on a reproché à Gérard, c'est l'absence, c'est-à-dire il est hyperment occupé, le cabinet du gouverneur.
Les jours qui n'ont pas le temps pour aller présenter les journaux, ce serait une transvite. Et Gérard a dit qu'il a deux personnes qui peuvent les remplacer valablement. Ces deux personnes-là, c'est Naba Kiba et son épouse. Donc, à l'époque, l'ère du journal où la haute bataille est représentée par Gérard Kango est suivie ici à Ouagadougou, aux deux endroits. Il y avait des récepteurs seulement. C'est le gouverneur et au marché de Koula. L'heure venue, les gens s'attroupent pour écouter les informations en langue morée. Donc Naba Kiba est un journaliste, hein, il faut les respecter. Après Naba Kiba, il y a la princesse Gimbi Ouattara. Voilà une diplomate. On peut dire que c'est notre tout premier diplomate. Cette princesse de Bobo Dioulasso a su, par sa diplomatie, éviter les bains de sang à Bobo Dioulasso. Il a su vraiment concilier avec les colons qui n'ont pas vraiment fait de dégâts comme dans certaines contrées à Bobo Dioulasso. Donc, elle mérite vraiment sa place ici, raison pour laquelle nous avons fait encadrer les deux dames, princesse Yenenga à gauche et à droite, la princesse Gimbi Ouattara. Naba Sanré de Bouchma est le fils de Naba Wobogo de Bouchma. Il est né le 9 septembre 1941. Il fut administrateur. Il est régné en tant que 31e roi de Bouchma. Il est décédé en 2019. La particularité de Bouchoumna Sanré, c'est sa différence avec les autres politiciens. Il a fait la politique. Il fut député à vie. Toutes les législations de notre pays, Bouchoumna fut député. Mais il n'a jamais été de parti au pouvoir. Il a toujours compté sur sa propre force et il a toujours été élu. Donc, nous avons estimé que quand même une figure emblématique de cette envergure a sa place parmi les monuments. Effectivement, ça a coûté cher, mais moi, mon objectif, ce n'est pas l'argent. Moi, je ne suis pas né pour être riche, mais pour être utile à ma communauté. C'est ce que je suis en train de faire. Sinon, ça a coûté des millions. On a fait un travail global. Ça se chiffre en tout cas environ à une dizaine de millions. Bon, je disais tantôt que ce qu'on a pu réaliser n'est pas plus de 10% des projets. Il reste beaucoup de choses à faire. Vous voyez qu'il y a un espace libre à l'étrière. Il y a un bâtiment qui est prévu, un bâtiment de 5 niveaux qui est prévu. Bon, ce serait une école de journalisme, de cinéastes, et beaucoup de choses vont se passer ici. Bon, en dehors de ça, on a prévu aussi une bibliothèque. Bon, il y aura un niveau qui sera considéré comme un musée où on va exposer des objets d'art. Bon, il y aura plein de choses que je ne citerai pas ici, qui vont intervenir. Si Dieu me donne longue vie, au cas contraire, que ceux qui seront toujours vivants, qui connaissent la valeur de la culture, poursuivent les projets. Vous écoutiez à l'instant le témoignage du promoteur de l'espace des nouvelles idées, Eladj Boubacar Zidadi Sidnaba, par ailleurs PDG de Savane Média bien sûr, et il nous parlait justement de sa vision avec l'espace des nouvelles idées et il nous a présenté bien avant les statuts qu'on peut retrouver au niveau de cet espace. Il faut dire que ces statuts des personnages historiques qui ont été ajoutés à l'espace des nouvelles idées se retrouvent dehors, donc devant la cour de l'espace des nouvelles idées, en face du goudron. Ça veut dire que vous pouvez vous arrêter pour observer en partance ou en revenant donc voilà de Tengango. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. On marque une petite pause, le temps d'installer Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse.
Pour ce jour, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Le Merci. quotidien pour commencer. Oui, tout à fait. Le quotidien nous apprend ce matin. Alliance des États du Sahel, l'ALT ratifie la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'AES. Assemblée mondiale de la santé, le ministre Kargougou dévoile les attentes de Burkina. Liste de Brahma Traoré contre l'Égypte et la Sierra Leone, journalistes et consultants analysent. Répartition des droits de mai 2024 au BBDA, 406 236 379 francs à repartir entre 10 329 bénéficiaires. Le journal Sidoaya nous informe ceci. Coopération bilatérale. L'ambassadeur de Russie remet les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie burkinabé. Dans sa rubrique On murmure, le journal écrit Koudougou des clients d'une mutuelle d'épargne et de crédit dans le désarroi. Dédougou, la mise en valeur d'un terrain crée des mécontents, nous informe toujours Citoyen. Pression sur le couvert végétal des foyers améliorés pour réduire la déforestation. Soudain, mettre fin au supplice, c'est-à-dire dans la rubrique Mercure. Toujours dans Citoyen, on peut lire soutien aux familles des FDS, le gouvernement apporte son réconfort. Alliance des États du Sahel, les députés autorisent la ratification de la charte du Liptako-Gourma. Le journal Aujourd'hui au Faso nous parle également de la charte du Liptako-Gourma, instituant donc l'AES et dit ceci, vote à l'unanimité de sa ratification par les députés. 60 ans de l'AIB, le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouedraogo encourage les agents. Coopération bilatérale, le nouvel ambassadeur russe sur le chef de la diplomatie burkinabé. Assemblée générale annuelle 2024, BAD, les gouverneurs se penchent sur le secteur privé. C'est un autre titre du journal. Assise sur la réforme de la justice au Sénégal, promesse de campagne pour soigner un corps vermouleux. Le journal L'Observateur parle, le plus vieux quotidien privé de la place, nous apprend ceci. Répartition redevance de fin mai du BBDA. Créateur, rendez-vous dès demain au guichet. Assise nationale, alerte. Les couragiens débarquent, c'est-à-dire dans les humeurs de Bari, à la page 5 du journal. Revue conjointe des projets et programmes, le Burkina reconnaissant à la Banque mondiale. Crise à l'Afrique Foot, passe d'armes entre Ito et son sélectionneur, nous apprend le journal. Terminons avec le journal Le Pays qui nous informe ce matin. Alliance des États du Sahel, le gouvernement autorisé à ratifier la charte. Fatin Thibault, coordinateur de la coalition régionale des OSC, la Boko du Mouhoun, déclare les assises nationales ont montré que le peuple burkinabé pouvait taire ses divergences. Vu des médias, le Courrier d'Afrique fête ses noces d'étain, c'est-à-dire à la page 10. Dans sa rubrique Révélation, le pays nous apprend qu'à l'arrondissement 11 de Ouagadougou, des sanctions contre des occupants illégaux de terrain donc ont été prononcées, c'est-à-dire à la page 7. Dans la rubrique Actu, Cameroun, vous croyez où s'interroge le journal qui poursuit en disant Eto met Brice à la porte. Toujours dans le journal Le Pays, on peut lire tournoi U17 de l'UFOAB, les étalons domptent les éléphantos qui remportent le Graal. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On commence par l'actualité chaude en Côte d'Ivoire. Tout à fait. La candidature de Alassane Ouattara qui est réclamée par le RHDP. Oui, le RHDP, c'est le parti au pouvoir. Depuis donc quelques jours, on peut dire que ce parti, surtout les cadres sont en mouvement. D'autres sont allés au niveau donc de leur base pour sonner le rassemblement.
Mais à Abidjan, précisément, les cadres du RHDP se sont donc réunis. Et l'appel est clair. C'est un appel du pied fait au chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il soit candidat pour un 4e mandat pour l'élection présidentielle de 2025. Donc, désormais, ce n'est plus donc une chose cachée. La volonté du RHDP est de poursuivre, de continuer avec ce qu'ils appellent leur champion, leur mentor, le président Alassane Dramane Ouattara, pour un 4e mandat. Ah oui. On attendra de voir Oui. comment ça sera. Quand on sait que Laurent Gbagbo a aussi été investi par son parti, le PPACI, il y a quelques jours, ça montre que le combat s'annonce difficile. Mais il faut relever que Alassane Dramane Ouattara avait posé des conditions qu'il pourrait ne pas être candidat s'il arrivait que Laurent Gbagbo ne soit pas candidat, ne se présente pas. Lui, Alassane Dramane Ouattara, allait se retirer. Donc, c'est l'alibi trouvé pour ne pas être candidat, ou du moins pour se présenter au cas où Gbagbo est candidat. Mais malheureusement, nous nous retrouvons dans cette situation. Gbagbo qui annonce sa candidature, même si pour la sanction qu'il a eue, une condamnation, son nom a été régné sur la liste électorale. Il n'est pas électeur jusqu'aujourd'hui et il n'est pas éligible. Et pour qu'il soit électeur et éligible, il faudrait vraiment faire des pieds et des mains pour s'entendre avec Alassane Dramane Ouattara pour qu'il puisse être candidat. En tout cas, en attendant cela, on peut retenir que Gbagbo jusqu'à ce jour n'est pas électeur, il n'est pas éligible. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara va maintenir cet état de fait, ou bien comme l'annonce a été faite, Gbagbo a été investi, avec la mobilisation qu'il a eue, il a nécessité à ce qu'Alassane Dramane Ouattara soit candidat, parce que pour lui, il estime que dans son cas, il n'y a pas mieux que lui pour faire face à Laurent Gbagbo, pour pouvoir émerger. Et du côté du PDCI, on a Tidiane Thiam, qui a pu vraiment mobiliser depuis donc sa désignation comme chef de ce parti, après donc la mort de Arikona Bidé. Le combat s'annonce vraiment serré. Il est difficile pour le moment de pouvoir donc imaginer ce que sera vraiment la couleur politique au niveau donc de la lagune ébriée. Affaire à suivre de près. Décidément, l'Afrique, les élections et les mandats, c'est pas facile. Ouais. Un autre pays, une autre actualité. On s'intéresse maintenant à l'actualité au Sénégal où des assises sur la réforme de la justice se tiennent. Tout à fait. C'était donc une promesse de campagne du président Bassirou Diomaye Faye et une promesse de campagne qui doit être donc mise en œuvre très rapidement. On a vu que les petits plats ont été mis dans les grands pour que ces assises se tiennent. Et ces assises sont ouvertes donc depuis hier, 28 mai, et elles dureront 7 jours. Une occasion pour ces magistrats, ces professeurs de droit, ces fins connaisseurs et toutes ces entités sénégalaises de se rencontrer, de parler vraiment de ce qu'il faut pour changer au niveau de la justice. Parce que on estime que la justice sénégalaise a mal à son fonctionnement et à sa façon de faire. Rappelez-vous, en 2018, il y a eu des assises sont tenues au Sénégal. Mais si aujourd'hui, 6 ans après, on revient encore à tenir des assises, ça veut dire que l'objectif n'a pas été atteint. Malgré les assises sont tenues en 2018, il y a eu des manquements. Quand on sait que les 2 mandats de Macky Sall, durant ces deux mandats, on a assisté à une chasse aux sorcières, entre guillemets. Karim Wade a été traqué, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit aussi Karim Wade, Khalifa Sall, et puis des avocats, et Ousmane Sonko. Bien entendu, Diomaye Faye, le président actuel, qui est un prisonnier fraîchement sorti, ça montre à quel point la justice sénégalaise a des difficultés. Et c'est pour parer vraiment éventuellement à toutes ces difficultés-là que ces assises ont été convoquées. L'autre élément qu'il faut noter, c'est que ces assises étaient importantes parce qu'au niveau donc, des grands juges, il a nécessité aussi à
toiletté. Parce que il y a eu des moments où ces grands juges ont failli créer des problèmes à la stabilité au niveau du Sénégal. Sous Abdoulaye Wade, on a vu que ces grands juges, malgré la limite du nombre de mandats, ont trouvé des moyens pour permettre à Abdoulaye Wade d'être candidat. Malheureusement, il n'a pas gagné et Macky Sall est arrivé. Macky Sall aussi, après 2 mandats, a tenté, mais il n'a pas pu. Donc, il a nécessité à profiter vraiment, toiletter au niveau donc, du Conseil constitutionnel pour avoir vraiment des grands juges très indépendants. Et c'est pour cela que ces travaux sont donc en cours. Donc, il a ici nécessité à déconnecter la justice de l'exécutif. Parce que pour bon nombre d'observateurs, le président de la République du Sénégal était jusque maintenant le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, il y a problème parce que ça laisse entrevoir qu'il peut à tout moment manipuler la justice comme il veut. Le Sénégal, pourtant, qui est caricaturé comme un pays d'exemple en matière de démocratie, et a mal au niveau de sa justice. Alors, quand on parle de la démocratie, c'est qu'il y a la justice qui est mise en avant, où une indépendance irréprochable est affichée. Malheureusement, malgré cet exemple-là, cette image bien ornée du Sénégal comme pays d'exemple de la démocratie, on trouve que la justice est toujours manipulée. Vous avez vu les manifestations réprimées sous Macky Sall, des prisonniers, beaucoup de choses. Donc ça ne peut pas se passer sous un pays dit donc démocratique. C'est pour cela que durant 7 jours, ils vont tous passer au pays fin de tous ces aspects-là pour vraiment donner une justice, trouver une justice indépendante au Sénégal, pour que quand on dit que le Sénégal est un pays indépendant, démocratique, que cela colle vraiment avec les réalités. Ok. Et comme on parle du Sénégal, le président sénégalais qui a annoncé au Burkina... Tout à fait, il va donc fouler le sol burkinabé demain, jeudi, une première visite au niveau donc, des pays de l'AES. Oui. Donc on va suivre donc, cette actualité. Et comme on parle de réforme au sein de la justice, est-ce que tu penses qu'une de telles assises devraient se tenir au Burkina aussi, des assises sur la justice, pour réformer la justice burkinabé par exemple, comme ça se tient actuellement au Sénégal? Je pense que oui, parce qu'en 2015, nous avons donc assisté à la tenue donc, des États généraux sur la justice. Et ils ont appelé assises sur la justice. Nous avons appelé pour nous, en son temps, États généraux sur la justice. Nous avons vu ce qu'on a pu concocter comme document, ce qui a été donc prévu, ce qui a été arrêté comme orientation pour l'indépendance de notre justice. Mais malheureusement, on se rend compte que notre justice qualifiée par certains observateurs comme la plus indépendante au monde n'a pas été au rendez-vous des attentes des Burkinabés. Ça, il faut le dire. Il y a toujours des attentes, il y a toujours des problèmes. Les citoyens n'apprécient pas la façon de faire au niveau donc de notre justice. Et je pense que il y a nécessité à tenir de telles rencontres pour encore examiner qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont donc les obstacles. Si en 2015, 9 ans après, nous rencontrons toujours des difficultés de fonctionnement, les citoyens, les justiciables ne sont pas satisfaits, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a nécessité à tenir des assises, ou du moins des états généraux, encore sur notre justice, d'examiner ce qui va, ce qui ne va pas, plutôt que de parachuter par des réformes au niveau de l'ALT. On a vu comment ils se sont passés. Les magistrats n'ont pas été donc à la rencontre préparatoire avant donc que le document n'atterrisse au niveau de l'ALT parce qu'ils ne trouvaient pas vraiment leur compte. L'inquiétude était que qu'ils participaient ou pas, leurs préoccupations n'allaient pas être prises en compte. Surtout avec ce qu'on entend de gauche à droite, c'était comme aller se présenter, mais malgré tout, ce qu'on veut, c'est ça qui va passer. Donc je pense que pour ne pas tomber dans les travers de ce qu'on a eu à critiquer, je pense qu'il faut aller avec des assises ou des états généraux pour que l'ensemble des acteurs
se concèdent, se parlent et arrivent à trouver le consensus. Quand on dit avec ces réformes que désormais les procureurs seront nommés sur proposition du ministre de la Justice, ben, il y a inquiétude que ces personnes nommées-là soient vraiment aux ordres du ministre, aux ordres de l'exécutif. Ça pose problème. Quand on dit que le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, désormais les membres qui le composent sera 50% des personnes civiles, non magistrats, disons, et 50% des magistrats, ça pose problème. Peut-être que l'organe dit entièrement, exclusivement réservé aux magistrats pour gérer leur carrière, leur fonctionnement. Si on va mettre des gens que je qualifie d'intrus, il y a nécessité à faire ombrage même au bon fonctionnement de la magistrature. Et ça peut créer des dysfonctionnements. Donc, pour moi, nous pouvons vraiment revenir sur cette question parce que si le Sénégal cherche aujourd'hui à couper la connexion qu'il y a entre l'exécutif et la justice, nous n'allons pas quand même nous retomber dans ça. Parce que permettre que les procureurs soient nommés sur proposition du ministre de la Justice, mais c'est revenir à ce que la justice soit contrôlée par l'exécutif, alors que c'est un pouvoir parmi les 3 pouvoirs qui composent donc les pouvoirs qui gouvernent notre pays, l'exécutif, le Parlement et la justice. Donc aucun pouvoir ne doit faire ombrage à l'autre. Ce qui se fait, c'est la collaboration. Ok, attendons de voir. Merci pour l'analyse. On termine par ce sujet, le CORAG. Le CORAG qui est un organe de la transition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet organe? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le CORAG a été donc créé à travers ces assises nationales. Et c'est un organe de la transition. Il faut désormais le retenir. Et ce CORAG-là est chargé de définir, de suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans les domaines et par tous les moyens. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est un organe de suivi. Ça ressemble un peu au COS qui avait été créé sous Damiba, qui n'a pas duré. Donc, le CORAG aura donc cette mission de contrôle, de suivi, de l'action stratégique, de la transition, de ce qui est mis en œuvre, avec tous les moyens et pas tous les moyens, ce qu'on a dit. Alors, donc, ceci étant, les gens qui vont donc siéger au niveau du CORAG doivent être des gens pétris d'expérience, de talent, en tout cas toutes les compétences pour pouvoir faire le travail. C'est ce que on espère. Mais là où ça suscite des questions, c'est quand on dit par exemple que les membres qui composent le CORAG, leur désignation est laissée à la discrétion du président du FASO. D'accord. Le président du FASO qui choisit qui il veut, qui peut être membre, même si on n'a pas dit le nom, qui il veut. Voilà. Alors, est-ce que le président du FASO peut désigner quelqu'un qui va siéger, par exemple, être membre du CORAG, et ces personnes-là vont travailler ou vont produire un rapport qui n'est pas à la satisfaction de la transition, du pouvoir de la transition? Ça, c'est une question. Est-ce que ces gens-là peuvent vraiment produire un rapport en toute indépendance? C'est une question. Donc, d'aucuns voient, comme les humeurs du Barry ce matin, qu'il pourrait être composé par des membres exclusivement membres des gens du MPSR2, des gens vraiment qui épousent, qui soutiennent la transition, ou même si vous voulez, ça peut être l'organe qui va regrouper des partisans de Waïa, pourquoi pas. Je touche du bois, mais ça peut être cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en prévoyant un organe de ce genre, avec les missions qui ont été donc annoncées, je pense que c'est important. Et je demande que le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, tienne compte de ça, que les gens qui vont donc siéger au niveau de cet organe-là soient des gens choisis de part et d'autre, parce que non seulement c'est des gens qui vont travailler à titre gratuit, et c'est des gens aussi qui doivent prouver qu'effectivement ils ne sont pas venus pour louer seulement les actions, mais, ou du moins traquer d'autres personnes, mais de travailler, de veiller à la bonne marche, à la vision, mise en œuvre, la vision stratégique du gouvernement, du pouvoir de la transition. Je pense que c'est ça qui doit être l'intérêt.
L'intérêt. Merci beaucoup. Merci. On espère bien, Alphonse. Merci bien. Alors, tu restes avec nous, ça sera l'occasion pour nous aussi de tourner dans quelques villes d'affaires pour voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui, c'est la météo. Youssef Ouidrago, promoteur des femmes, journaliste culturel, écrivain, en fait c'est un homme à plusieurs casquettes, nous retrouve sur le plateau de Bonjour le Faso pour notre entretien du jour. Bonjour, monsieur Oui, Ouidrago. bonjour, c'est toujours le même plaisr Également. sur vos plateaux. Merci d'être là. On parle de Fama aujourd'hui, Tout à fait. les Faso Music Awards, donc Fama. Alors, déjà, quel est le grand objectif des Fama? Bon, je crois que c'est depuis 2014 que nous avons, en tant que des journalistes à l'époque, nous avons estimé que dans la chaîne de valeur de la musique, il y a un certain nombre donc d'acteurs qui sont qualifiés donc d'acteurs de l'ombre et qui abattent un travail titanesque, mais qui malheureusement ne sont pas portés donc au grand public. Et je veux parler bien sûr de ce qu'ils font. Et c'est sur la base donc de ce constat que nous avons lancé donc l'événement pour non seulement valoriser les métiers donc du secteur de la musique, mais en toile de fond faire la promotion de la culture de façon générale. Vous savez que la musique aussi fait partie intégrante de ce que nous pouvons appeler ce grand ensemble de la culture. Et nous avons aussi comme objectif de construire, si vous voulez, on va dire un nouveau public, de nouveaux consommateurs de la musique burkinabé, parce que il faut travailler aussi sur la relève. Pendant longtemps, on se plaignait, en tout cas pour ce qui est des artistes, que le mélomane burkinabé a un goût exogène, c'est-à-dire qu'il préfère les artistes qui viennent d'ailleurs par rapport donc à la musique nationale. Aujourd'hui, la tendance est renversée et je crois que des événements comme le FAMA et bien d'autres événements ont contribué à cela parce qu'il y avait la nécessité donc de promouvoir, de diffuser les artistes pour que le public puisse quand même les connaître et puis les apprivoiser et enfin consommer. Et je crois que c'est ça aussi notre objectif, amener les gens à découvrir donc de nouveaux visages, amener les gens à aimer donc les productions locales. Et évidemment, nous ne travaillons pas en vase clos parce qu'une culture qui se réfère sur elle-même est appelée à mourir. Donc il y a des passerelles avec le monde extérieur, il y a des artistes étrangers qui viennent pour permettre donc au public burkinabé de découvrir aussi ce qui se fait ailleurs. Et pour revenir même, c'est quand même la 10e édition, 2014-2024, 10e édition. Oui, on a célébré la 10e édition l'année dernière avec beaucoup de faste. Maintenant, on est en train d'entamer une nouvelle décennie, c'est-à-dire que c'est la 11e édition maintenant que nous sommes en train de piloter pour cette année 2024. Pour cette édition, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des innovations? Oui, il y a des innovations. Je crois que la principale innovation, c'est d'abord le sac suprême parce que les éditions passées, nous mettons donc 3 acteurs culturels en compétition. Et le jury désignait donc le lauréat sur la base donc, en fait, des critères qui leur sont proposés, ou du moins qui leur est proposé, avec évidemment un regard sur toutes les activités que ces nominés donc, ont menées au cours de l'année écoulée. Mais nous avons pris en compte beaucoup de recommandations et que nous avons décidé désormais que c'est le comité d'organisation des FAMA qui, en tant qu'observateur donc, au cours de l'année, regarde avec un regard d'ensemble et décide donc de choisir un lauréat pour ce sacre suprême en tenant compte évidemment des différents critères qui composent donc on va dire cette catégorie. Et donc finalement c'est nous en tant que comité d'organisation qui choisissons le lauréat. Ça c'est 10 ans après, pour nous c'est une innovation majeure. Et la deuxième innovation majeure pour moi, c'est on est en train d'instituer ce qu'on va appeler le Forum africain des arts et de la culture. C'est-à-dire, depuis les 10 ans, nous faisons donc un panel à l'université et dans certains endroits. Et après, on s'est dit, bon, il faut maintenant ouvrir pour en faire donc un événement dans un événement. Et à partir de maintenant, on ne va plus parler de panel, mais on va parler maintenant d'un forum africain des arts et de la culture parce qu'on estime que en amont de la création, il faut de la réflexion. Parce que, comme j'aime souvent le dire sur les plateaux, la musique, au-delà de sa dimension romantique, il y a une dimension donc, de réflexion
qui est autour. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des campagnes de sensibilisation, lorsqu'il y a de grands sujets d'intérêt national, les artistes sont convoqués pour créer. Et l'artiste, parfois, dans sa démarche artistique, se comporte comme un intellectuel. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'en amont de la création, il faut créer des cas de réflexion, des tribunes où des intellectuels pourront venir réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé donc depuis 2014 le panel qui se fait donc en amont, ou du moins qui se fait en marge de la célébration. Et donc cette année, c'est devenu donc un forum africain qui verra donc dans les années à venir des intellectuels de haut rang de certains pays qui viendront partager avec nous les problématiques liées donc à la musique en particulier, mais à la culture de façon générale. Donc on reste sur le programme parce que pour cette édition, les activités démarrent aujourd'hui même. C'est avec quelle activité? Nous démarrons aujourd'hui avec les FAMA Off. Les FAMA Off, c'est une activité aussi qui fait partie donc des FAMA. Parce que nous avons fait le constat, évidemment, en tant que journaliste à l'époque, que beaucoup de jeunes artistes ont des œuvres sous la main et ils n'ont pas assez d'espace de diffusion. Et donc nous avons créé les FAMA Off, une sorte de plateau découverte pour permettre donc à ces jeunes talents non seulement de pouvoir donc s'exprimer, mais également de rencontrer aussi des producteurs. Et à ce niveau-là, nous avons une certaine fierté quand on parle des FAMA Off parce qu'on a permis comme un artiste comme Faden, qui est peut-être considéré aujourd'hui comme l'ambassadeur de FAMA Off parce que c'est à travers les FAMA qu'il a rencontré son producteur qui vit donc en France. Et c'est à partir de FAMA évidemment que sa carrière a pris une autre tournure. Et il y a d'autres jeunes qui ont bénéficié aussi de la production. Le tout dernier, c'est Michel Zaps, dont l'œuvre a été donc présentée grâce à la collaboration avec des maisons comme W Production et bien d'autres. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les FAMA Off demeurent aujourd'hui au Célestérium. À partir de 19h, c'est entrée libre. Tout le monde peut faire le déplacement à Dapoya. Et c'est ceux qui sont à la recherche de jeunes talents, qui veulent découvrir donc de jeunes talents, peuvent faire le déplacement pour venir. Une vingtaine de jeunes artistes ont été donc sélectionnés par le comité, piloté par mon jeune frère Koulka Compaoré Karim et son équipe. Et donc, après, aujourd'hui, nous avons demain. Voilà, demain. Donc, pour la réflexion. Voilà, pour la réflexion. Le Forum africain donc, des arts et de la culture, FAC en abrégé. Et nous avons des intellectuels de haut rang que nous avons donc choisis pour mener les débats. Le thème porte sur la diversité culturelle, voilà, et intégration des peuples en Afrique. Et je crois que nous avons choisi cette thématique parce que tout simplement, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de rapports d'études ont été menés par rapport donc, aux différentes crises que nous vivons dans nos pays. Et je crois que, on va dire, l'une des causes aussi, c'est l'intolérance religieuse, c'est le fait qu'on n'accepte pas la différence et c'est le fait qu'on pointe toujours l'autre comme étant donc le problème dans nos différents pays. Et donc, nous avons estimé que c'était quand même bien de créer donc un cadre pour réfléchir, pour voir comment nous pouvons promouvoir donc la diversité culturelle et en toile de fond l'intégration des différents peuples sur nos continents, parce que l'une des variables aussi pour notre développement, c'est la diversité culturelle. Et à ce plateau, nous avons invité donc des intellectuels de haut rang, je le disais tantôt. Nous avons invité donc le professeur Yves Dakuyo, qui est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, qui va assurer donc ce que nous appelons la leçon inaugurale. Et puis nous avons aussi d'autres intellectuels autour de lui. Nous avons pensé à Dr Saré Honorine, qui est enseignante-chercheur à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, qui va donc faire une communication sur l'intégration des peuples, mondialisation et diversité culturelle, menaces et avantages. Elle va nous parler de cette thématique. Nous avons également M. Charlemagne Abissi, qui est le directeur général de Savane Média, qui va nous parler de médias et sociétés harmonieuses. Comment les médias peuvent contribuer à créer une bonne atmosphère dans nos pays. Comment les médias peuvent travailler pour renforcer, pour promouvoir l'intégration culturelle dans nos pays. Okay. Et donc, c'est le PDG le directeur général de Savane Média qui va faire cette communication.
Et nous avons également Monsieur Tal Moutaga, qui est artiste musicien et qui va traiter donc de la thématique musique, vecteur d'intégration. Comment la musique peut contribuer aussi à l'intégration. Et puis nous avons une petite surprise qui n'a pas été annoncée sur les affiches. Nous avons une délégation donc qui arrive du Bobo de l'Assaut, délégation de la SNC, qui viendra nous parler de la contribution de la SNC à la promotion de la diversité culturelle et à l'intégration des peuples burkinabés et africains. Parce que vous savez que la SNC, c'est une plateforme de rencontre des cultures, et donc leur expérience est bien à partager avec le monde qui va faire le déplacement. Et je voulais terminer par rapport au panel pour dire que ça sera donc modéré par une dame qui est un visage connu des médias, Vanessa Diasso, rédactrice en chef de la télévision Burkina Info, qui sera là pour la modération. Alors, et enfin, pour ce qui est du programme, nous avons la grande soirée donc, de remise de trophées qui se tiendra donc le vendredi 31 mai au niveau donc, de l'hôtel Lancaster Ouaga 2000 avec 300 invités triés sur le volet enfin et qui viendront donc pour célébrer la musique mais en même temps magnifier aussi. Est-ce que la particularité des FAMA, ça veut dire que c'est sur 4 invitations uniquement? Ou alors, vous ouvrez quand même au public moyennant une somme? Bon, quand on a commencé le projet, chaque édition, on essaie d'ouvrir pour permettre à ceux qui ne sont pas forcément des acteurs culturels, qui ne sont pas des nominés, qui veulent bien sûr participer à l'événement, de débourser une petite somme pour avoir accès. Mais en grande partie, c'est-à-dire 70 à 90%, ce sont des cartons d'invitation que nous envoyons aux acteurs culturels, au monde du média, etc., pour que les gars, parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais évidemment, on a ouvert ça parce qu'on s'est dit aussi, il faut que l'événement arrive à se supporter. Et jusqu'à preuve de contraire, ce sont donc les partenaires qui nous permettent donc de supporter cet événement. Et parmi ces partenaires, Savane Media nous accompagne depuis 2014 et c'est la raison pour laquelle je suis là. Bien sûr. Alors, donc, on revient quand même sur le panel ou les communications. Ça commence demain, mais ça commence à quelle heure? Demain, voilà, je n'ai pas été un bon communicateur parce que j'ai parlé sans le lieu, sans l'heure. Et les panels démarrent demain à 15h à l'université Joseph Kizerbo, dans la salle du bâtiment P-Sud R+1. Parce que le bâtiment P-Sud, il y a le rez-de-chaussée et puis il y a la salle R+1, c'est-à-dire en haut. D'accord. Voilà qui est clair. Que ce soit les étudiants, acteurs culturels, hommes de médias, vous êtes invités tout simplement pour ces communications. Pour la soirée maintenant de distinction, le vendredi, il faut être dans la salle à partir de quelle heure? Vendredi, il faut être dans la salle à partir de 19h30 parce que nous avons décidé de commencer donc à 20h. Mais les expériences antérieures nous montrent évidemment que le public burkinabé traîne les pas, surtout que c'est un événement qui sera donc retransmis en direct sur une chaîne de la place, et pour ne pas faire de la pub. Et donc du coup, cette édition, c'est une édition particulière pour nous, c'est en même temps un défi. Et donc nous allons inviter le public à venir tôt pour que la mise en place soit terminée autour de 20h et pour qu'on puisse quand même démarrer l'événement. Vous savez que les cérémonies de récompense ont des contenus très variés, prestations d'artistes musiciens, prestations des danseurs, etc., défilés de mode, et en même temps tout cela enrobé avec des remises. Donc ce sont des soirées qui ont des contenus quand même variés et très alléchants, et c'est la raison pour laquelle nous invitons tous ceux qui traînent encore les pas, qui veulent prendre part à la cérémonie, de rentrer en contact avec le comité d'organisation de l'événement pour être des témoins donc de la célébration de la musique, mais aussi de la magnificence donc des acteurs qui se distinguent chaque année dans leur domaine d'activité. C'est bien quand même de rappeler en fait surtout les grands domaines, quelques domaines ou catégories. Oui, c'est vrai. Nous avons deux catégories donc de prix. Vous avez les prix principaux qui sont composés donc de 8. Il y a 8 catégories dedans. Et dans les prix principaux, vous avez le FAMA, donc le meilleur producteur phonographique, le meilleur promoteur de l'année, et vous avez le meilleur graphiste de l'année, vous avez le meilleur manager de l'année, le meilleur réalisateur donc vidéo de l'année, le meilleur artiste de l'année et le meilleur journaliste culturel donc de l'année. Pour ce qui est des prix spéciaux, qui sont des prix qui varient chaque année en fonction de l'actualité musicale, mais également
du développement donc, de certains métiers, parce qu'il y a des métiers qui se développent en fonction du contexte. Et donc nous avons aussi 7 catégories à ce niveau. Je peux citer pêle-mêle comme ça, plateforme culturelle, je peux citer chanson pour les étalons, la meilleure chanson pour les étalons, le meilleur beatmaker, le prix de l'ambassadeur du Maroc qui récompense les jeunes talents en termes donc, de création artistique. Et vous avez des prix comme le meilleur jeune présentateur, donc maître de cérémonie de l'année. Et puis vous avez enfin le plus grand prix donc, qui est le Fama de l'année. Vous savez que Fama veut dire chef Anjula ou Naba Amoré, et le patron. Voilà, donc le Fama de l'année, donc il sera désigné par le comité d'organisation, évidemment en tenant compte des critères de l'événement. Maintenant, pour être même nominé Fama, enfin, dans la grande catégorie là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour être nominé Fama dans la grande catégorie, nous avons des critères que je peux dévoiler. Le critère dit que c'est l'acteur culturel de façon générale, mais en particulier dans le domaine de la musique, qui s'est illustré de fort belle manière au cours de l'année par des actions qu'il a menées qui interpellent le public et les professionnels par son caractère donc innovant et qui profite à l'ensemble des acteurs. Vous voyez, c'est-à-dire que si au cours de l'année, vous avez mené une activité culturelle qui est d'abord innovante, c'est-à-dire qui sort des sentiers battus. Et deuxième élément, l'activité que vous avez menée a profité donc à l'ensemble des acteurs. Parce que vous pouvez faire une activité qui vous concerne uniquement avec une petite communauté. Mais si ça profite à l'ensemble des acteurs et que c'est innovant, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous devenez quelqu'un qui a marqué d'une pierre blanche l'année. Et si vous êtes nombreux comme ça, nous, on essaie donc de faire ce qu'on appelle une sélection et on met, à travers bien sûr l'observatoire, et après maintenant on décide qui, au regard donc des actions qu'il a menées, peut peut-être dominer à des détails près l'autre. Et puis bon, on fait le choix. Et dans la grande catégorie cette année, dans la grande catégorie, c'était un point d'interrogation parce que les éditions passées, il y avait des nominés, mais comme je vous ai dit que l'innovation majeure cette année, on veut que ce soit un prix d'honneur et non une compétition. Ok. Voilà. Donc on va découvrir ça vendredi. Vendredi soir. Vendredi soir. Merci bien, on a terminé, on a épuisé notre temps, je vais dire. Donc on se retrouvera d'abord aujourd'hui pour les Fama Off. 19h, c'est le Stérium d'Apoya. Ça, c'est pour vraiment découvrir des jeunes talents. Tout à fait. Et demain, c'est pour la réflexion. Réflexion, Université Joseph Kizerbo, salle plus suite R+1, le panel africain des arts et de la culture, à partir de 15h. Et la soirée où on doit se saper. Où on doit se saper, bon, porter des costumes pour les femmes, voilà, des tenues et autres. Parce que quelqu'un a dit, je me souviens dans un pays, on allait pour la conférence de presse d'un événement, et un journaliste ivoirien avait dit qu'il est parfois déçu de voir que dans certains événements, UP au Burkina Faso, les gens viennent avec des tapettes. Ah. Voilà. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de dire, honorez vous-même et honorez l'événement qu'on vous invite. C'est important. Ça. Voilà, donc ça peut vous... Soyez dans votre 31, comme on le dit. C'est à Lancaster Ouaga 2000, vendredi 31 donc mai, à partir de 20h. Pour vivre les Fama et découvrir le Fama de l'année. Merci bien, Youssef. Merci beaucoup et merci à Savane Media pour cet accompagnement qui dure depuis 2014, indépendamment même de Fama. Je suis là aussi pour d'autres activités. Oui, c'est ça, c'est votre maison, comme on le dit. Youssef Ouedraogo, promoteur de Fama, il faut le rappeler. Et on s'arrête ici pour l'entretien. Nous sommes à présent avec Rachid Olivier Kaboré avec C. Il faut le rappeler. Bonjour, Rachid. Oui, bonjour Abzeta. Ça devait bizarre. Bonjour les téléspectateurs. Tout à fait, parce que je suis habitué depuis un certain temps. Olivier. Mais bon, tout comme fait tous les deux. Prénom, non, tous les deux prénoms m'appartiennent en fait. Donc il n'y a pas de souci. Bah voilà, je ne me suis pas trompée. Rassurez-vous, il est bien Rachid aussi. Donc, Olivier, on parle justement d'un thème qui va intéresser aussi ceux qui souhaitent créer une société, qui ne savent pas forcément comment le faire. Donc, comment créer une société commerciale de droit pour Kinabé. C'est un exercice pratique. Déjà, comment... qu'est-ce que la loi appelle en fait société commerciale? Alors, je pense que ce thème est pertinent parce que beaucoup de personnes sont dans l'esprit où ont envie de réglementer leur activité professionnelle en allant vers la création d'une société et ne maîtrisent pas forcément certaines règles
ou certains principes qui sont liés à la création de la société. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les activités commerciales dans notre contexte sont régies par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment par l'acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Et au regard de ce texte-là, on peut définir la société commerciale comme étant une personne qui fait une activité de commerce et ce de façon professionnelle et dans l'objectif de se produire un profit. Donc l'activité est faite dans un but lucratif. Et la personne morale peut se définir comme étant une fiction juridique qui permet de donner des droits et des devoirs à une entité de telle sorte qu'elle puisse agir avec une similarité particulière qui renvoie à la personne physique comme nous. C'est pour dire qu'une personne morale peut détenir une propriété, par exemple. C'est-à-dire l'entreprise peut avoir une voiture en son nom, peut avoir une maison en son nom. Donc, du coup, la personnalité morale qu'on confère à la société plutôt peut lui permettre d'agir comme une personne physique. Mais comme c'est une fiction, il faut qu'elle agisse par le biais d'une personne physique. Et en ce moment, la loi exige que la société se fasse représenter par une personne physique. Et généralement, ce sont les dirigeants de la société, le gérant ou le président ou le PCA, selon la forme de la société. Donc c'est pour vous dire que la société commerciale peut s'apprécier dans plusieurs formes juridiques. Et on peut, je vais peut-être citer quelques formes rapidement. Il y a ce qu'on appelle les sociétés en nom collectif, qui est une société rare. Je vois que vous êtes étonné d'entendre le mot. C'est vrai, les gens ne s'intéressent pas à ça parce que c'est une société commerciale dont les associés, tous les associés sont des commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Donc, cette forme de société ne protège pas bien le patrimoine des associés. Ça veut dire que si la société a une dette qu'elle ne peut pas payer, on peut aller puiser jusqu'à dans vos patrimoines pour payer la dette. Donc ça fait que la plupart du temps, les gens ne s'intéressent pas à cette forme de société. Il y a ce qu'on appelle la société en commandite simple. C'est une forme de société rare aussi qu'on n'utilise pas vraiment, dans laquelle on peut trouver deux catégories d'associés. Il y a ce qu'on appelle les associés commandités, qui répondent aussi indéfiniment et solidairement des dettes sociales, c'est-à-dire des dettes de la société. Et la deuxième catégorie d'associés, ce sont ceux-là qu'on appelle les associés commanditaires, qui répondent ou qui sont responsables des dettes de la société à concurrence de leur apport. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont apporté à la société. Quand il y a un problème, c'est sur ça qu'on peut se baser pour faire le recouvrement. Et leur capital, que ce soit la société en nom collectif ou la société en commandite simple, est constitué par ce qu'on appelle des parts sociales. À la suite de ces deux sociétés, on peut parler des sociétés à responsabilité limitée, que tout le monde connaît. Voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est une société quand même qui est facile à créer et qui offre un certain nombre de garanties par rapport au patrimoine des associés. Parce que la dette sociale, la responsabilité des associés face à la dette sociale est à concurrence de ce qu'ils ont apporté à la société. Et c'est pour ça qu'on parle de responsabilité limitée. Voilà. Et le capital est constitué aussi par ce qu'on appelle les parts sociales. Après ça, il y a ce qu'on appelle les sociétés anonymes ou SA. Ça, c'est des sociétés empreintes de beaucoup de formalisme et pour des projets de grande envergure. Ça fait que beaucoup de personnes, ou du moins de nombreuses personnes, ne s'essayent pas à cette société parce qu'elle demande beaucoup de choses. Et même pour sa gestion, il faut maîtriser un certain nombre de règles, sinon vous ne pouvez pas gérer une société anonyme. Et à cheval entre la société anonyme et la SA, ce qu'on appelle les SAS. Ça, c'est une apparition récente. C'est la dernière née même des formes de société en droit OHADA. Et la SAS est à cheval entre
la SARL et la SA. Ça veut dire qu'elle offre les commodités de création de la SARL et aussi offre des facilités de gestion et pour ce qui concerne la direction même de l'entreprise. Ok. Alors, on va détailler un peu plus tout ça, Olivier. Qu'est-ce qu'une société ou qu'est-ce qu'une entreprise individuelle? Alors, c'est vrai, souvent on entend parler d'entreprise individuelle. Là, on ne parle pas de société, mais d'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle est une entreprise en nom propre. Okay. C'est une entreprise dans la forme qui est confuse entre la personne même et l'entreprise. Ça veut dire l'entrepreneur et l'entreprise représentent la même et seule personne. Par exemple, si Abzeta est une entreprise individuelle, Abzeta elle-même est l'entreprise. Okay. Et Abzeta est responsable des dettes, directement des dettes de l'entreprise. Ça veut dire que si Abzeta paye une voiture aujourd'hui, la voiture c'est comme si c'est l'entreprise qui l'avait payée. Si Abzeta paye un terrain aujourd'hui, même si c'est en son nom, c'est comme si c'est la société qui l'avait payé. Et quand il y a un souci et qu'on doit faire un recouvrement, on va venir saisir et la voiture de Abzeta et le terrain de Abzeta, toutes les propriétés de Abzeta où il y a son nom, parce que l'entreprise est confondue à Abzeta. Et c'est une entreprise facile à créer, mais très précaire. Très précaire parce que quand vous la créez, vous exposez votre famille et vos biens s'il y a un risque. Voilà. Les gens peuvent la créer et fonctionner avec de façon normale sans problème. Mais s'il y a un risque, ça peut empiéter sur le patrimoine plutôt de la personne. Okay. Voilà. Et pour revenir à la société, il faut généralement combien de personnes pour créer une société? Alors, quand on lit les textes de l'acte WADA, on se rend compte que pour créer une personne morale, une société, il faut forcément 2 personnes. 2 personnes. Voilà, il faut 2 personnes, au moins, au minimum, pour créer une société. Mais de façon exceptionnelle, ces textes aussi donnent la possibilité de créer une société avec un seul associé. Et c'est ce qu'on appelle les associés uniques. Une société avec un associé unique. Par exemple, pour ce qui concerne la SARL, vous pouvez être seul et vous voulez créer votre société à vous tout seul et détenir à vous tout seul les parts sociales. Okay. Et en ce moment, on vous permet de créer avec la nomination d'associé unique. Vous devenez un associé unique. Et au lieu de dire SARL, on va dire SARL U. Donc, société à responsabilité unipersonnelle. D'accord. Voilà. Donc, en principe, c'est 2 personnes, mais vous avez la possibilité de créer aussi. Après, pour ne pas avoir de soucis après. D'accord. Olivier, maintenant, qui peut créer la société? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir créer une société? Ok, il faut savoir que tout le monde peut créer une société. Déjà, tout le monde peut créer une société. Mais pour être dirigeant, il faut être majeur. Il faut avoir 20 ans révolus, au moins 20 ans. Donc, pour être dirigeant, parce qu'il faut que je le précise, certaines personnes nous contactent et veulent, par exemple, donner la gestion de leur société à leur enfant mineur. C'est pas possible. Okay. Donc, pour être dirigeant, il faut au moins être majeur, il faut être dans la majorité. Et il faut ne pas faire l'objet d'une interdiction, parce qu'il y a certaines activités, comme les fonctionnaires, qui, au regard de leur activité, il leur est interdit de faire des activités commerciales dans un certain nombre de domaines. Donc, ces personnes ne peuvent pas faire le commerce ou créer des sociétés pour faire le commerce. Et en plus de cela, il y a les incapacités. Si la personne est incapable, voilà, c'est pas évident qu'elle puisse aller vers une création de société. Ok. Maintenant, quel est le capital minimum pour créer une société? Alors, au regard des textes, au Burkina, pour créer une société, vous pouvez créer une société avec un capital social de 5 000. 5 000 oui. Ok. Par exemple, pour ce qui concerne la SARL, vous pouvez créer une société avec un capital de 5 000. Mais bon, c'est tellement dérisoire que c'est pas, ça fait pas... Bon, entre griffes, je dis entre griffes, ça fait pas trop sérieux parce que pour certains partenaires, quand ils prennent les dossiers de la société et qu'ils voient que le capital est juste que 5 000, ils peuvent être
un peu dubitatif. Mais voilà, c'est pas une raison pour que on dise que c'est pas une bonne société. C'est une société légale avec 5000 comme capital. Mais le capital dépend profondément de la forme de la société. Par exemple, pour les SA, les sociétés anonymes, il faut au minimum un capital de 10 millions. Sinon, vous ne pouvez pas créer une SA. C'est pour ça que je dis qu'elle a des complexités pour ce qui concerne sa création et sa gestion. Même. Maintenant, les entreprises qu'on voit souvent, Nikema et frères, Kabori et frères, c'est... On va appeler ça quoi? C'est des entreprises individuelles. La plupart du temps, en tout cas, c'est des entreprises individuelles. Ça, on n'appellera pas ça société. Voilà, okay. Ça, si c'est une entreprise individuelle, on ne l'appelle pas société. Mais la dénomination peut être comme ça. Et qu'au fond, c'est une société. Voilà, mais la plupart du temps, comme je vous ai dit tantôt, quand vous voyez ça, c'est des entreprises individuelles. Ok. Si moi je décide de créer ma société, quelle est la première étape administrative que je dois faire? Ok. Alors, la première étape administrative, je dirais même avant cette première étape administrative, là, la première des choses, c'est de vous entourer des conseils d'un spécialiste en droit des affaires, d'un juriste qui se connaît pour ce qui concerne les activités commerciales, le droit des affaires de façon générale. Il va vous conseiller par rapport à la forme de société à choisir et les implications qui vont suivre après. Après ça, la première démarche administrative à faire, c'est ce qu'on appelle la recherche d'antériorité. Moi, j'ai nommé ça la recherche d'antériorité. Et la recherche d'antériorité consiste à faire une vérification. Il faut aller au niveau du centre de formalisation des entreprises et faire une vérification. Vérifier sur le nom commercial que vous voulez, la dénomination sociale que vous voulez donner à votre société là, n'est pas déjà détenue par une autre société. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première des options à faire. Si elle est déjà, la dénomination sociale est déjà détenue par une autre société, vous pouvez changer une autre dénomination et vérifier jusqu'à ce que vous trouvez un nom commercial qui n'appartient à aucune société. Et en ce moment, vous pouvez faire ce qu'on appelle une réservation de nom. Et vous réservez le nom pour 3 mois. Et vous avez le temps en 3 mois de pouvoir créer votre société. Alors Olivier, c'est un thème qui est vaste. Hein. Je propose qu'on poursuive ce thème plus tard parce que notre temps d'aujourd'hui est terminé. Alors, vous avez la possibilité, je rappelle, de contacter Olivier Kaboré ou Juristes Sans Frontières pour justement vous faire assister pour ceux qui souhaitent créer des sociétés. On va laisser le contact donc de Olivier en bas et vous avez la possibilité donc de contacter son équipe pour notamment pouvoir vous faire... pour pouvoir avoir de l'assistance. Olivier, on va néanmoins donner même le contact en direct. Ça donne le combien? Ok, c'est le 64 76 36 12 ou le 61 99 87 04. On rappelle un peu plus lentement. Le 64 76 36 12 ou le 61 99 87 04. D'accord, ne vous en faites pas. Comme de toute façon, on va revenir sur cette thématique pour la suite et vous aurez le contact toujours. Merci, allez, à demain.